Comme nous avons pu le voir dans la précédente vidéo, grâce au F-84, les usines République tournent à plein régime. Dans une bonne dynamique donc, les ingénieurs de chez République ne comptent pas en rester là et en 1955, ils font voler pas un mais deux nouveaux appareils. Le premier est le XF-84H, traduisant une volonté de gagner de nouveaux clients, avec en particulier l'US Navy en ligne de mire. C'est un F-84F remotorisé avec un turbopropulseur Allison XT40 de 5800 chevaux. En effet, l'idée étant de proposer une machine dotée d'une accélération et d'un rayon d'action plus important que les jets, ces deux caractéristiques leur faisant énormément défaut à l'époque et pourtant nécessaires pour des opérations aéronavales. On peut noter que ce moteur avait déjà été installé dans le Douglas Sky-Shark 5 ans auparavant, mais dont la fiabilité catastrophique ainsi que celle de sa non moins complexe transmission avaient eu raison du programme. Sur ce XF-84H, le moteur n'entraîne plus d'hélice contrarotative qui avait tant posé de problèmes sur le Sky-Shark, mais une hélice à 3 pales, censée les résoudre donc. Mais ici, son régime de rotation est si élevé que les pales atteignent une vitesse supersonique. Censée tracter l'avion à plus de 1000 km/h, cette hélice s'est avérée être une fausse bonne idée. Ces zones de choc permanentes rendaient l'appareil audible à près de 40 km de distance, causaient des migraines et des nausées au personnel de la base et généraient au sol des vibrations destructrices pour les équipements et les bâtiments. Très vite surnommé Thunder Screech, le XF-84H n'a jamais atteint non plus les vitesses prévues, commençant à serpenter dangereusement au-delà de 800 km/h. Les vibrations mettant à mal la machine elle-même, les deux prototypes n'ont réalisé qu'une dizaine de vols avant l'arrêt définitif du programme, dont la quasi-totalité s'est finie avec un atterrissage d'urgence. En témoigne la rate sur ces images au pied de la dérive en position sortie. Il s'agit d'une éolienne utilisant le vent relatif pour générer de la puissance électrique et hydraulique en cas de défaillance de la motorisation principale. Si la présence d'un tel système est une première, motivée par le manque de confiance de la turbine XT40, c'est aujourd'hui un équipement de sécurité installé sur beaucoup d'avions de ligne. Finalement, le Thunder Screech n'a pas laissé que des tympans percés derrière lui. Pour le second appareil, il s'agit du F-105 Thunder Chief. D'apparence moins extravagante, il se plaçait comme le successeur direct des F-84F Thunderstrike, pour assurer des ventes auprès des clients déjà acquis. Mais si au départ l'équipe d'Alexander Kartveli devait développer une machine proche du RF-84F Thunderflash, avec une version un peu allongée et modifiée pour le supersonique, ce nouvel appareil n'a vraiment plus grand chose à voir avec son ancêtre. En effet, le Tactical Air Command, le client principal, a demandé de spécialiser le F-105B, la première version de série, dans le bombardement nucléaire tactique, et même d'en faire le champion. Alors, en plus d'avoir redessiné la cellule avec l'application de la loi des airs, République a choisi d'y installer le puissant J-75 de Pratt & Whitney, commun avec le F-106. Ce moteur fournit 11 tonnes de poussée avec post-combustion, c'est 3 fois plus que celui d'un Thunderflash. Il fait à lui seul 6 mètres de long pour 1 mètre de diamètre. Ils ont décidé également d'intégrer une soute à bombe au Thunder Chief, permettant de transporter une arme atomique de 1500 kg tout en conservant une configuration lisse. Donc, même armé, le F-105B pouvait atteindre Mach 2,1 en altitude, mais également Mach 1,2 au niveau de la mer, le rendant capable de réaliser un bombardement à haute altitude à grande vitesse, autant que de réaliser une pénétration à basse altitude. Cette arme devant être délivrée avec précision, l'avion possède donc une avionique très performante pour l'époque, avec un système de conduite de tir MA8, d'un radar télémétrique avec affichage, ainsi que d'un système de navigation Doppler associé au pilote automatique. Et évidemment, tous ces équipements prennent beaucoup de place. Pour finir, tant qu'on y est, le Thunder Chief était équipé d'un imposant canon Vulcain semblable à celui du F-104, un 20 mm 6 tubes à 6000 coups minutes avec un gros magasin de 1000 obus, 650 kg l'ensemble. Vous l'avez compris, une fois de plus dans l'histoire de la marque, on a vu grand chez République, très grand. Et sous sa ligne fluide et effilée, le Thunder Chief est en fait un monstre. C'est un énorme appareil qui mesure 20 mètres de long. Très haut sur ses trains, on pouvait même se tenir debout sous l'aile sans problème. Il suffit de voir la taille de l'échelle pour monter dedans. C'est encore aujourd'hui l'avion monomoteur le plus lourd jamais fabriqué. 12 tonnes à vide, autant qu'un F-84F en charge maxi, et surtout le double pleine charge, 24 tonnes donc. Car en effet, le F-105B pouvait transporter 3 tonnes et demie de bombes conventionnelles dans sa soute et 2 tonnes sur les pylônes extérieurs. C'est le double de la capacité d'un B-17 de la Seconde Guerre mondiale pour comparaison. Tous les réservoirs de carburant sont concentrés dans l'énorme fuselage. Les ailes n'en comportent pas. Mais la soute à bombe, elle, pouvait recevoir si besoin un réservoir additionnel à la place d'un chargement offensif. Grâce à cette flexibilité et avec en plus des bidons montés sur les pylônes extérieurs, l'avion pouvait parcourir presque 4000 km en convoyage, en plus d'être ravitaillable en vol grâce à une perche rétractable à côté du cockpit.
D'apparence commune, la tuyère du J-75 était à géométrie variable, mais elle avait la particularité d'être constituée de 4 gros pétales montés en croix, qui endossaient la fonction d'aérofrein en se déployant à 90 degrés. Et si les trains d'atterrissage étaient sortis, seuls les pétales horizontaux se déployaient, celui du haut étant désactivé pour permettre le déploiement du parachute de freinage, et celui du bas l'étant aussi pour ne pas heurter la piste. Évidemment, on ne peut pas non plus rater les entrées d'air si particulières de cet avion, qui semblent avoir été montées à l'envers avec leurs biseaux vers l'intérieur. Elles sont également à géométrie variable, avec un panneau mobile à l'intérieur permettant une alimentation optimale du moteur dans toutes les phases de vol. Leur dessin est en fait un héritage des travaux menés au début des années 50 pour le XF-103 Thunder Warrior, un intercepteur un peu fou issu du programme LRIX, motorisé avec un réacteur associé à un statoréacteur pour atteindre Mach 3 voire Mach 4 et armé de missiles longue portée. Et bien qu'il n'ait jamais dépassé le stade de la maquette, les études en soufflerie avaient montré une certaine efficacité de cette particulière forme d'entrée d'air, avec sa lèvre inversée, reprise donc sur le F-105 mais à l'horizontale. Taillé pour la vitesse avec ses ailes de faible dimension comparées à l'ensemble, et malgré sa vocation plus typée bombardier que chasseur, le Thunder Chief reste un avion puissant avec un très bon taux de montée à 175 mètres secondes. C'est 4 fois plus qu'un Thunderstreak. Et avec l'utilisation de la combinaison aileron plus spoiler et empennage monobloc, commune avec ce dernier, la maniabilité était loin d'être ridicule, une fois débarrassé de son lourd chargement évidemment. Fidèle à la marque et sans surprise, avec une telle fiche technique, les Thunder Chief avalaient d'énormes quantités de pistes pour pouvoir décoller, et prirent vite le surnom de Ultra Hog. Et ce n'est pas le seul surnom qu'ils vont avoir, car Republic a vu peut-être un peu trop grand avec le Thunder Chief, et rencontre d'énormes problèmes au cours des 4 ans de développement, eu égard à l'intégration de tous ses composants dernier cri. Et si les premiers F-105B ne sont livrés au TAC qu'en 1959, des machines hors de prix pour l'époque, les soucis ne sont pas réglés pour autant. L'avion présente toujours d'énormes problèmes de fiabilité, et ce à tous les niveaux. Avec des pannes moteurs, l'avionique se montre très fragile, voire décevante quand elle fonctionne, la structure, elle, présente d'inquiétantes faiblesses, et surtout le système hydraulique est particulièrement défaillant, causant de nombreux accidents. Seuls 75 F-105B sont livrés, et sont un cauchemar en maintenance. On estime qu'il fallait 150 heures de travail au sol pour seulement 1 heure de vol, qui restait risqué. Les pilotes présentaient avec sarcasme le Thunder Chief comme une triple menace pour l'ennemi. Ils pouvaient le mitrailler, ils pouvaient le bombarder, ou ils pouvaient lui tomber dessus. De là est venu également le sobriquet de Thed, dont l'origine semble être double. En effet, il serait issu d'un personnage d'une série télé pour enfants de cette époque, Howdy Doody, avec un chef indien qui s'appelait Chief Thunder Thed. Pas très sérieux donc. Mais également Thud serait le bruit sourd que fait l'avion quand il s'écrase. Les Thunderbirds vont également utiliser le F-105B, mis à la retraite après seulement 6 représentations, et après qu'un d'entre eux se soit désintégré lors d'une répétition, tuant son pilote chevronné. C'est une catastrophe, à 2 doigts de l'annulation du programme une fois de plus. Mais les investissements sont déjà si élevés qu'il semble difficile de faire machine arrière. Alors Republic et l'US Air Force mettent en place un coûteux programme de remise à niveau de l'avion appelé Optimize, pour tenter d'éliminer tous ses défauts, en particulier ceux liés au système hydraulique. Et en parallèle, Republic s'engage à réaliser une nouvelle version du F-105, le F-105D, car en effet, en plus de tous ces soucis, le TAC a modifié son besoin initial. Fini le bombardement nucléaire, le Thunder Chief doit endosser maintenant le rôle de chasseur-bombardier tout temps. Toute l'avionique a donc été repensée. Le F-105D possède ainsi une pointe avant plus longue et l'arrangement y est un peu différent. En effet, le canon est décalé vers l'arrière pour laisser la place à un radar NASAR aux capacités air-air, air-sol et suivi de terrain, et un nouveau système de tir Thunderstick associé à une nouvelle centrale Doppler. Ces équipements et leurs précisions sont détaillés dans la vidéo que je vous mets en lien si vous ne l'avez pas déjà vue. Et on a même trouvé une petite place pour intégrer une rate semblable à celle du Thunder Screech, rendant ainsi la machine plus sûre. Le cockpit est donc entièrement repensé pour intégrer l'écran radar et les nouveaux instruments liés à la nouvelle avionique, comme l'affichage de l'angle d'attaque, le radioaltimètre ou même l'ILS. Encore autre originalité, le F-105D possède toujours une perche de ravitaillement pour le système Probe and Drogue, mais également un réceptacle de ravitaillement en vol pour l'autre système Flying Boom, tous deux en fonction dans l'US Air Force. Bien qu'améliorant son efficacité opérationnelle, certains y ont trouvé un moyen d'en faire une sorte de blague de mauvais goût, on va dire. Ah, les années 60. Le F-105D peut à présent transporter la même quantité de bombes que la version B, mais à l'extérieur de l'avion, la soute étant maintenant réservée au montage du réservoir additionnel. Le pylône central est donc renforcé. On peut apercevoir les cerclages autour de la soute ainsi condamnés. On peut noter également la présence d'une crosse d'arrêt d'urgence sur piste, utile quand on n'a plus d'hydraulique dans les freins par exemple. Mais cela n'en fait pas un avion pour l'aéronaval pour autant.
Dommage. Entre le programme de fiabilisation, le retrait des versions B et la nouvelle version D, le gros des problèmes est enfin résolu et la production du Thunder Chief est arrêtée en 1964 avec seulement 610 F-105D livrés aux côtés de 140 F-105F, version biplace du D. Ce n'est pas un échec total, mais on ne peut pas vraiment parler de réussite non plus. Et l'histoire du Thunder Chief, déjà très mouvementée, aurait pu s'arrêter là. Mais les États-Unis entrent en guerre l'année suivante au Vietnam, et le Thunder Chief se retrouve en première ligne dès le début du conflit. La quasi-totalité de sa production va se retrouver là-bas. Évidemment, sous ces latitudes, les nouvelles capacités tout temps du Thunder Chief ont été grandement appréciées. Son emport de charge ainsi que sa précision l'ont évidemment été tout autant. Et si au départ les missions d'attaque au sol furent tactiques, la stratégie américaine va vite glisser vers une volonté de destruction totale des infrastructures nord-vietnamiennes, loin de la ligne de front. Mais ayant peur de perdre ses B-52 à haute altitude à cause de la présence de missiles sol-air, ce job encore plus dangereux en plein territoire ennemi fut donné au F-105. C'est l'opération Rolling Thunder, un nom sans conteste lié à la machine de République. Employées donc de manière intensive, ces machines se sont frottées quotidiennement à tous les équipements nord-vietnamiens de défense anti-aérien en plus de la chasse. Face aux MiG, plus agiles, les Thunder Chief ont souvent compté sur leur vitesse pour éviter le combat. Mais certains l'ont engagé. Les MiG nord-vietnamiens revendiquent la destruction de 22 F-105, alors que les F-105 ont descendu de leur côté 27 appareils ennemis, exclusivement des MiG-17. Le plus étonnant, c'est que 24 l'ont été au canon, et seuls 3 le furent au Sidewinder. Une statistique aux proportions inversées par rapport au F-8 Crusader ou au F-4 Phantom II, que l'on aurait pu croire plus à l'aise en dogfight. À ces pertes se rajoute celle de 61 appareils sur accident. Bien que les machines furent toujours enclins à des soucis hydrauliques, c'est surtout leur emploi intensif et les mauvaises conditions d'opération qui sont à l'origine de ce chiffre, plus que la machine elle-même. D'ailleurs, malgré la mauvaise renommée justifiée de ses débuts, les THUD, à l'épreuve du combat, furent appréciés par les équipages, se montrant au contraire d'une grande robustesse. D'ailleurs, ce surnom, THUD, à connotation négative, est devenu une marque de respect. Beaucoup sont revenus avec d'importants dommages. Un F-105 est rentré à bon port avec une aile amputée d'1 mètre. Ne pas mettre du carburant dedans était une bonne idée. Et le gros des pertes a donc été causé par les défenses au sol nord-vietnamiennes. Les menaces étant de 3 types, des canons anti-aériens légers de basse altitude, des canons anti-aériens lourds de moyenne altitude guidés par radar, et les SAM SA-2 guidés par radar ayant une portée de 10 km. Pour s'en protéger, les F-105D furent équipés en un premier temps de nacelles de brouillage, plutôt efficaces mais trahissant leur présence, et d'un système d'alerte radar sophistiqué nommé RAUS. C'est l'antenne que l'on voit sous le nez de l'appareil pour la détection vers l'avant et le carénage en haut de la dérive pour la couverture arrière. Ce système détecte les émissions radar ennemies, mais en plus fournit la direction et la distance à laquelle se trouvent là ou les sources de ces dernières. Puis, à partir de 1966, prenant la suite des F-100F au potentiel trop limité, quelques exemplaires des F-105F biplace furent modifiés pour se spécialiser dans la destruction des défenses aériennes ennemies, ou SEAD pour l'acronyme anglais. Cette version EF-105F évolua ensuite en 1970 en F-105G et possédait des systèmes d'alerte supplémentaires ainsi que des équipements de brouillage et de contre-mesure, situés dans les carénages le long du fuselage. Bien sûr, il possédait également la capacité d'utiliser les missiles AGM-45 Shrike, puis plus tard l'AGM-78 Starm, plus performant. Il s'agit de missiles anti-radiation qui se verrouillent sur une source radar, en l'occurrence celle des défenses anti-aériennes dans ce cas-là. Ces particuliers F-105 ont donc mené les fameuses et risquées missions Wild Weasel. Ces dernières consistaient à arriver sur une zone d'objectif avant les F-105 de bombardement pour forcer les défenses nord-vietnamiennes à se montrer. L'opérateur en place arrière, responsable des équipements électroniques de bord, se concentrait sur l'identification et la localisation des menaces, pendant que le pilote, lui, s'efforçait d'éviter le feu ou les missiles ennemis, pour ensuite déclencher une riposte grâce aux missiles Shrike ou un marquage pour une destruction ultérieure. Un jeu du chat et de la souris forcément dangereux, qui nécessitait une coordination parfaite et surtout une sacrée confiance en son collègue et en son matériel. Les F-105G Wild Weasel restaient ensuite sur place pour couvrir les attaquants et ne partaient qu'une fois l'opération terminée. Leur slogan, First in, Last out, premiers arrivés, derniers partis. Bien que les Wild Weasel aient pu faire taire jusqu'à 90% des défenses pendant les opérations de bombardement, 312 F-105 ont tout de même été abattus ainsi. Les THUD, ayant mené plus de 20 000 missions sur ce théâtre d'opération, ont été retirés du front à partir de 1968, correspondant à la fin de l'opération Rolling Thunder, qui d'ailleurs fut un échec total. En effet, bien que tous les objectifs demandés par l'état-major furent détruits, forcément avec 1 million de tonnes de bombes larguées en 4 ans, l'opération n'a eu aucun impact sur le déroulement du conflit, le Nord-Vietnam restant inflexible. De toute manière, les F-105 rescapés arrivaient en bout de potentiel, et à partir de cette date, les missions d'attaque au sol furent menées par les Phantom II.
Les F-105 Wild Weather 3, eux, sont restés plus longtemps. Ils furent secondés puis remplacés par les F-4 Wild Weather 4 définitivement en 1973. Presque 400 machines ont donc été détruites pendant le conflit. Cela fait peu de survivants, mais parmi eux, on peut remarquer le bien nommé Memphis Belle 2, aujourd'hui au musée. Fin d'un cycle également, la société Republic Aviation Corporation avait été rachetée en 1965 pour devenir une division de Fairchild. Et Alexander Kartveli, vieillissant, avait perdu la direction des études après une vie bien remplie, ayant participé à la conception d'appareils qui ont donc marqué l'histoire. Mais il laisse un héritage et une expérience qui a façonné la machine suivante de Fairchild Republic. Assez connue elle aussi, avec la D Thunderbolt 2, dont le nom est un hommage à son illustre ancêtre évidemment. Conçu à la fin des années 60, début des années 70, il réalise son premier vol en 1972. Il est le résultat de 2 demandes de l'état-major américain. L'une étant un avion capable d'arrêter les nombreux blindés soviétiques en Europe, les tensions dues à la guerre froide étant à leur paroxysme en cette période, et l'autre étant le remplacement du Douglas Skyraider, ayant montré d'excellentes capacités pour l'appui rapproché au Vietnam. Les jets, dont le F-105, s'étaient montrés trop rapides pour cette fonction. La 10 a donc été pensée autour du fameux canon GAE-8 Avenger. Un canon rotatif 7 tubes de 30 mm à la cadence de 4000 coups minute. Spécialement développé par General Electric pour l'occasion, capable de détruire des chars d'assaut. Son intégration a conditionné le dessin de la cellule, car en effet, avec son magasin de 1200 obus, l'ensemble pèse 850 kg. Déjà, il est un peu décalé sur la gauche, mais attention, juste assez pour que le tube actif, lorsque l'obus est percuté à l'instant T, soit parfaitement dans l'axe de l'avion, et ainsi garantir la précision des salves de tir. Cela laisse également un peu de place au train avant qui se retrouve lui décalé sur la droite. Ensuite, ce canon possédant un recul monstrueux, s'élevant à plus de 4 tonnes, l'arme est donc installée avec un angle de 2 degrés par rapport à la ligne de vol pour éviter que le nez de l'avion ne se relève à chaque tir. 40 obus peuvent donc être tirés en 1 seconde. Explosifs ou perforants en uranium appauvri, ils partent à Mach 3 en sortie de bouche avec une grande précision. Ces derniers possédant une capacité de perforation de 70 mm de blindage environ à 1000 mètres. La 10 se caractérise également par son physique atypique, conçu entièrement dans le but de garantir la plus grande survivabilité au combat possible, intégrant toute l'expérience de République au Vietnam. Les réservoirs sont auto-obturants et protégés par des plaques de blindage, et les ailes ne contiennent que du pétrole dans les parties entre le train et l'emplanture, l'avion pouvant continuer de voler même avec un saumon d'aile en moins. Les circuits hydrauliques des commandes de vol et les circuits électriques sont non seulement doublés, mais surtout leurs éléments respectifs sont loin les uns des autres, pour éviter d'être mis hors service en même temps suite à un seul impact, comme cela a pu arriver sur F-105. Le pilote est protégé des tirs pouvant provenir du sol, installé au milieu d'une sorte de baignoire en titane de 550 kg doublée de fibres de nylon semblable à celle des gilets pare-balles. L'empennage est double pour pouvoir se passer de l'un d'eux au cas où. D'ailleurs, l'empennage sert également de protection physique, tout comme la voilure, aux 2 réacteurs turbofan GE F-34 et en plus, ils cachent un peu leurs émissions thermiques, qui sont déjà par définition assez faibles sur ce type de moteur, rendant ainsi l'avion moins vulnérable aux missiles à guidage infrarouge tirés depuis le sol. Ces moteurs ne fournissent que 4 tonnes de poussée chacun, c'est donc autant que le canon. Mais ils sont économes et un seul suffit à faire voler la machine en cas de problème. La 10 peut parcourir ainsi presque 4000 km en convoyage, mais ne va pas bien vite. 700 km/h maxi et en configuration lisse, donc en fait à peine plus vite que le Skyraider. Mais tout comme ce dernier, il est particulièrement maniable et sa capacité d'emport est impressionnante. Jusqu'à 7 tonnes, bombes guidées ou non, roquettes et missiles Maverick à guidage TV ou infrarouge, le tout étalé sur pas moins de 11 pylônes. Et oui, c'est donc lui aussi un gros appareil, pouvant peser jusqu'à 22 tonnes. Bien qu'il ne soit pas équipé de radar, inutile pour sa fonction, il possède un écran télé pour les Mavericks dans le cockpit et un télémètre laser sous ce dernier pour les armes guidées ainsi. Évidemment, des équipements de brouillage et de contre-mesure sont présents. On peut noter qu'une rumeur persistante concerne l'implication de l'ancien pilote de Stuka, Hans-Ulrich Rudel, dans le développement de la 10. Émigré aux États-Unis, il fut le militaire allemand le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale, responsable de la destruction de plus de 500 chars alliés. Il aurait donc apporté son expertise à Fairchild Republic, mais nazi convaincu et ayant suscité évidemment beaucoup de controverses, son implication aurait été donc cachée au grand public, au contraire de Van Braun pour la NASA par exemple. Encore aujourd'hui, je n'ai pas trouvé d'écrit infirmant ou confirmant cette théorie. Entrée en service en 1977, la 10 a été fabriquée à 716 exemplaires, et s'est illustrée par sa grande efficacité lors de la guerre du Golfe en 1991 entre autres. Seuls 200 appareils ont été déployés pour ce conflit. Mais en l'air 8 heures par jour et même certaines fois de nuit, ils ont réalisé 8750 sorties et tiré la bagatelle de 5000 Mavericks en seulement 6 mois.
Et on détruit forcément des centaines de chars, de camions et de pièces d'artillerie. Étonnamment, les équipages, les spécialistes, ni même le public en général n'utilisent son nom officiel de Thunderbolt 2, mais toujours son surnom, le Warthog, également hérité des machines République. Sûrement parce que ce nom correspond mieux à son physique, si particulier. Modernisé tout au long de sa carrière, touchant principalement l'avionique et la conduite de tir avec des écrans MFD dans le cockpit pour la 10C, il fut tout de même question de le remplacer à plusieurs reprises. Considéré comme une relique de la guerre froide par certains, d'abord par cette drôle de machine qu'est le F-16 dans les années 90, puis par le F-35 Lightning II avec son canon Equalizer de 25 mm plus récemment. Mais à chaque fois, l'armée américaine a finalement préféré maintenir le Warthog en service. Encore de belles années pour les nombreux fans de cette machine, qui fête ses 50 ans et qui devrait rester en vol au moins jusqu'en 2040.